Compétences Agro, vous le connaissez ou vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de voir un petit peu et je laisse la parole à Anne Lucivac. Oui, merci Christophe. Bonjour à toutes et tous. Merci à tous d'être là. Merci aux partenaires. Donc en deux mots, Compétences Agro, c'est un gros consortium d'écoles publiques et privées pour qu'on monte tous en gamme sur la formation tout au long de la vie. Donc on l'a lancé il y a 2 ans lors du salon de l'agriculture. Chaque salon, on se redonne rendez-vous pour des petits flashs sur ce qui se passe et sur l'actualité. Donc on va avoir des petites séquences très intéressantes là tout à l'heure. Hein. J'en dis pas plus. Je voudrais remercier le porteur du projet, Franck Constantin, et toute son équipe qui porte ça avec beaucoup d'engagement. Voilà. Et je lui laisse la parole en lui demandant de nous donner juste 3, 4, 5 chiffres clés pour montrer où on en est sur Compétences Agro. Merci beaucoup. Merci Madame la directrice Anne Lucivac de l'établissement coordinateur. Donc, redonner quelques chiffres pour vous dire que notre offre de formation ne fait que croître, puisque aujourd'hui, on est capable de proposer plus de 460 formations, donc formations d'expertise, grâce à nos 720 enseignants-chercheurs qui composent donc les 6 établissements membres de ce consortium. Donc, je vous rappelle qu'on représente 17 campus sur l'ensemble de la métropole, avec des relais possibles toujours dans les Dromcoms avec l'enseignement technique. Donc voilà, encore merci à tous et puis merci aussi à toutes les équipes qui travaillent autour de nous. Grâce à l'ANR, donc au projet France 2030, on a pu embaucher aujourd'hui 37 personnes qui travaillent à nos côtés sur nos 6 établissements. Voilà. Encore merci à toutes et tous. Donc là, on va enchaîner. Voilà, on va enchaîner avec 3 exemples très concrets d'expertise de nos enseignants-chercheurs partenaires de ce consortium de compétences agro. Et donc, j'appelle Pauline Anton et Agnès Epal qui vont, on va travailler, on va un peu voir. Alors, je ne sais pas si ça a été dit, le thème c'est on rumine ensemble. Et on va voir derrière tout le sens qu'on donne à ce terme on rumine ensemble. Alors Agnès Epal, je suis de l'école d'ingénieurs Isara qui appartient à Agrevia, directrice du pôle professionnel, donc tout ce qui est collaboration, partenariat avec nos partenaires, entreprises et collectivités. Pauline Anton, enseignant-chercheur en physiopathologie digestive et sécurité sanitaire des aliments à l'Institut Polytechnique Unilassal Campus de Beauvais et directrice de l'unité de recherche Idéalis, interaction de l'environnement et de l'alimentation sur la santé animale et la santé humaine. Alors, effectivement, le thème, c'est comment mieux nourrir et mieux manger, mais de manière plus spécifique, c'est finalement quel est l'intérêt de former un ingénieur en agronomie, en agroalimentaire, sur les sciences du vivant, à cette sensibilité sur mieux manger. Alors, je vais déjà tout de suite vous poser la première question. Quelle est votre définition de l'alimentation santé ? Alors, moi, je dirais que c'est assez simple, c'est bien nourrir. Et c'est tellement simple et tellement vital que bien nourrir aujourd'hui, c'est devenu un enjeu énorme. Pour nourrir bien sûr en quantité, mais aussi en qualité. Et je pense qu'on va partager le fait qu'aujourd'hui, les ingénieurs agro, parce que bien nourrir, aujourd'hui on ne parle pas que de bien manger d'un point de vue santé humaine, mais on est tous conscients que santé humaine, animale, environnementale, tout est lié. Et je rajouterais même santé sociale, parce que la notion de société, de souveraineté, elle devient de plus en plus importante et que les ingénieurs agro sont au cœur de ces enjeux. Merci Pauline. Alors pour compléter ce que tu disais Agnès, l'alimentation santé, c'est déjà se nourrir pour grandir, pour vivre, pour bien vieillir, pour éviter de tomber malade et d'avoir une alimentation aussi qui va être adaptée à tous les besoins tout au long de la vie, qui va être adaptée aux attentes, mais qui va aussi correspondre à des impératifs. Et donc ça, il faut avoir cette diversité, comme tu le disais, de production, de transformation et également de respect des attentes de la société aujourd'hui et demain. Alors effectivement, on est des écoles d'ingénieurs, on va parler des ingénieurs, mais finalement, ça concerne aussi les professionnels de ces secteurs que vous accompagnez. Finalement, quels sont les enjeux qu'on attend d'eux par rapport à cette problématique ? Les ingénieurs aujourd'hui, alors, eux ont des attentes déjà en tant qu'humains et en tant que consommateurs. Et la société, elle aussi,
va attendre de leur part de leur proposer une alimentation qu'on va appeler saine, durable, responsable, qui répond aux enjeux de demain, à la souveraineté, à la protection de l'environnement, toujours dans une logique un peu plus et encore One Health. La santé de l'humain passe aussi par la santé de l'environnement, des plantes, des animaux, et le tout fait un tout. D'accord, donc effectivement, on a une approche globale, on pourrait dire une approche holistique. Pour compléter sur cette partie-là, par rapport aux enjeux qu'on attend. Moi, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de travailler 30 ans dans l'alimentaire, et je me levais le matin en me disant, mais c'est génial parce qu'on participe à nourrir et à faire des bons produits. Et je suis un peu triste de voir que ces métiers n'attirent pas autant qu'avant, alors qu'aujourd'hui, c'est absolument clé. Et on forme de la terre à l'assiette. Tous les métiers sont là pour le mieux nourrir. Déjà, ça commence par le mieux cultiver. Après, c'est le bien fabriquer et de faire en sorte que ces produits soient à la fois désirables et durables dans l'assiette. Et du coup, nous, on forme avec nos écoles tous les métiers qui vont de cultiver jusqu'à mettre dans l'assiette des produits. Ça passe par s'adapter au changement climatique, préserver l'eau, préserver la biodiversité, régénérer les sols, fabriquer avec moins d'énergie, avec plus d'énergie renouvelable. Et là, on a besoin d'ingénieurs en énergie renouvelable aussi. Faire en sorte aussi d'avoir des formulations de produits qui soient plus naturelles, qui soient plus saines. Donc c'est génial en fait. Et on a besoin d'acteurs du changement, on a besoin d'ingénieurs pour insuffler ce changement. Et ça touche tous les secteurs, pas que le secteur de l'agroalimentaire, mais également le secteur de la restauration. On a des ingénieurs aujourd'hui dans ces secteurs-là qui sont là pour adapter, pour former, pour accompagner les professionnels de ces métiers, aussi des métiers de bouche. Alors effectivement, on parlait de faire connaître ces métiers, mais c'est là aussi où on se rend compte que la connaissance et la diversité des métiers et des secteurs dans lesquels ils interviennent, on n'imagine pas finalement toute la diversité de ces activités. En termes de formation, on a parlé effectivement de toutes ces missions à différentes étapes. Comment ça s'articule au niveau des formations finalement pour pouvoir répondre à ces enjeux concrètement? Comment ça se passe dans les formations ou pour répondre aux attentes des professionnels? En fait, il y a un va-et-vient permanent, j'allais dire, de l'amont vers l'aval, c'est-à-dire au travers de nous, en tant qu'accompagnants de nos étudiants, au travers des stages, au travers des formations professionnelles aussi qu'on fait, puisque ça fait partie de notre métier. Ça nous permet de nous maintenir à jour et à flot des besoins du monde professionnel. Les activités de recherche qu'on mène aussi sont autant d'éléments qui vont nous permettre de contribuer à la compréhension des enjeux et des besoins. Et en retour, nos étudiants veulent aller sur des secteurs d'activité qui sont des secteurs prometteurs et vers lesquels nous, on évolue en permanence parce qu'on a un métier qui, contrairement à ce que l'on pense, est un métier qui est en perpétuel renouvellement. Ça fait plus de 20 ans que je travaille à l'Institut à Beauvais. Tous les ans, j'ai des cours que je monte, des cours que je revois, des cours que je transforme. Et donc, il n'y a jamais d'arrêt. D'accord. Pareil, quelques exemples? Alors, moi, je pense que... Aujourd'hui, le rôle des ingénieurs, au-delà de leurs connaissances, c'est de faire travailler ensemble, parce qu'on a besoin aujourd'hui d'un collectif entre l'amont et l'aval. Et ça a toujours été vrai, mais aujourd'hui, c'est incontournable. Et c'est comment on fait travailler tous ces acteurs ensemble. Et je trouve que les ingénieurs, de par leurs connaissances, formations, sont capables de ça. Et nous, à l'ISARA, ce qu'on essaie aussi de faire, c'est de les mettre en pratique, d'être très proche des réalités des entreprises, des coopératives, d'être sur le terrain et de vraiment être aussi en immersion avec les enjeux et la réalité du terrain. Pour compléter, et c'est valable pour toutes les écoles, on a une partie projet qui arrive sur les fins de cursus chez nous, avec des projets appliqués, avec des commanditaires qui sont des professionnels et avec une entrée en matière quelque part pour nos étudiants sur les attentes et les besoins de ces entreprises.
Alors justement, justement les attentes des entreprises. Alors il y a le trait d'union, alors il y a les stages et puis il y a les projets dans toutes les écoles d'ingénieurs où il y a une attente particulière de l'entreprise et les étudiants y répondent. Est-ce qu'à travers ces exemples, vous sentez aussi des demandes des entreprises pour des modules courts, des demandes très spécifiques et quelles sont leurs attentes éventuellement pour leurs propres salariés s'ils en ont? Justement, ça bouge tellement vite. Si on prend l'exemple de l'amont sur le travail du sol, la régénération des sols, on parle beaucoup de l'agroécologie. Aujourd'hui, c'est une science qui avance très très vite et on a beau avoir été formé à un moment à être ingénieur agronome, il faut se remettre à niveau. Donc ça, c'est typiquement des sujets où on a besoin de se mettre à jour, de se renouveler, de partager avec d'autres professionnels. Donc je pense que l'enjeu qu'on a tous au sein de Compétences Agro, justement, c'est d'accompagner cette formation tout au long de la vie et de faire en sorte de remettre aussi à niveau ces expériences, mais aussi profiter de l'expérience de ces professionnels pour aller encore, qui ont été sur le terrain pour aller encore plus loin. Donc des sujets, il y en a plein. Moi, je pense à l'agroécologie, je pense aussi à l'adaptation au changement climatique, parce qu'il s'agit aujourd'hui de trouver des cultures qui s'adaptent au changement climatique. Là, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont compris que se sourcer, avoir des matières premières, c'est pas qu'une question de durabilité dans le sens bien faire les choses, mais c'est dans une question de pérennité d'entreprise. Et là, c'est un sujet qui me semble clé sur lequel on a beaucoup à accompagner au sein de Compétences Agro. Je vais profiter de ce sourcing dont tu parlais, Agnès, pour rebondir là-dessus. Qui dit adaptation des cultures, ça va dire aussi adaptation de la transformation et des nouveaux produits alimentaires qui vont être générés. Et il y a une question qui intéresse avant tout la société aujourd'hui, qui est la question de santé par l'alimentation. Les changements de production, les changements de matière et de sourcing vont faire que les produits vont changer. Il faut quand même les adapter au goût et aux attentes des consommateurs. La notion d'hygiène, de qualité sanitaire des produits est quelque chose qui est très régulièrement remis sur la table. Ça ne se passe pas un mois sans qu'il n'y ait pas une histoire avec un produit alimentaire qui n'est pas propre à être consommé. Donc ça, ce sont des sujets qui reviennent assez régulièrement, effectivement, aussi. Alors, vous avez donné un exemple, c'est-à-dire qu'on est sur le thème ruminatam, donc on est avec son assiette devant soi, et tu as donné un exemple tout à l'heure par rapport au sol. Alors, effectivement, on pourrait avoir tendance à dire, on va fonctionner en silo, c'est-à-dire qu'on se dit, moi je suis loin de l'assiette là. Mais finalement, c'était ce qu'on a évoqué comme sujet. Comment, quand on travaille sur ce sujet avec des professionnels, on arrive à faire le lien avec l'assiette et le consommateur? C'est tout le défi qu'on a, justement. Mais je pense que les ingénieurs agro... moi, je ne suis pas ingénieur agro. J'ai pas une formation scientifique à la base, mais par contre, j'ai beaucoup travaillé avec des ingénieurs et c'est absolument clé parce que si on sait un truc, c'est que tout est interdépendant entre le sol, l'eau, l'air, l'adaptation au changement. Et si je peux me permettre, des cerveaux qui sont capables d'intégrer tous les enjeux parce qu'ils sont formés à la fois sur les enjeux de l'amont et de l'aval, c'est les ingénieurs agronomes et qui, du coup, ont cette capacité que n'aura jamais l'IA, c'est de faire travailler des gens ensemble. Alors, effectivement, sur l'IA... Je vais reprendre. Oui. Alors, je vais juste compléter l'histoire du sol et de l'assiette. Avec ma vision ingénieur agro, ce qui n'arrive pas dans l'assiette va forcément retourner au sol d'une façon ou d'une autre. On est tous aujourd'hui incités à faire du compostage chez soi. La qualité des composts qu'on va produire au travers de la qualité de l'alimentation qu'on consomme va aussi conditionner la qualité du sol de demain et sa pérennité. D'accord, donc, pardon. Non, mais moi je dirais qu'il y a aussi un exemple très concret pour les consos, parce que les consommateurs ne sont pas toujours prêts à payer pour de la durabilité, mais ils sont quand même prêts à payer pour la santé, parce qu'ils ont compris que la santé passait par l'alimentation. Si on parle des enjeux des pesticides, il y a un lien direct entre travailler le sol pour utiliser le minimum de phyto possible et avoir dans l'assiette des produits sans pesticides. Donc ça c'est clé. Et aussi au robinet de l'eau sans pesticides. Et là on a des gros enjeux. Alors effectivement, on est sur ces enjeux, on est sur le lien entre le sol jusqu'à l'assiette. Tout à l'heure, on a évoqué un peu l'intelligence artificielle. Si j'ai bien compris, finalement, vous ne savez pas encore les cours que vous donnerez demain, puisque le monde change. Si on introduit cette notion d'intelligence artificielle, si on fait un peu de prédiction, ce serait quoi les cours demain, en ayant toujours cette approche holistique et en mettant l'intelligence artificielle au service de l'assiette, ça va donner quoi, est-ce qu'on a déjà des exemples? Moi, je pense que l'opportunité de l'intelligence artificielle, c'est cette analyse des données,
ces analyses de mesures dont on a absolument besoin. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, si je devais voir un côté positif, sans être une experte de l'IA, c'est cette capacité à générer et à faire du prédictif. Et ça, je pense que c'est un outil qui va être qui va rendre le métier d'ingénieur plus fort. Pour compléter un petit peu, l'intelligence artificielle dans l'assiette, c'est aussi permettre une alimentation de précision ou une nutrition de précision. Alors, on commence à voir quelques exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle par le consommateur avec des applications qui sont là aujourd'hui pour nous dire combien de calories on va avoir dans une assiette qu'on consomme, la composition de notre assiette, la qualité nutritionnelle d'un produit. Ce ne sont que des exemples et je pense que nous n'en sommes qu'au balbutiement de ce que l'intelligence artificielle nous permettra d'avoir demain. Merci, on arrive à la conclusion. Un mot de conclusion finalement pour revenir à notre thème. Quel message vous donneriez aux entreprises qui nous écoutent, mais par rapport à cette approche de bien manger et de mieux nourrir et la formation de nos ingénieurs? Moi, je dirais qu'on a besoin de se renouveler et il faut donner envie aux équipes, aux jeunes de venir dans ces filières parce que c'est indispensable. On est au cœur des enjeux à nourrir. Et moi, j'aurais envie de leur donner envie de venir et qu'ils ne se disent pas derrière c'est contribuer à être acteur du changement pour avoir une meilleure alimentation. Et aujourd'hui, on est vraiment au cœur de plein de défis. Donc, c'est vraiment... je pense que c'est passionnant. On est là pour les accompagner et surtout pour les aider à communiquer sur tout ce qu'ils font de bien face à tout ce qui est raconté sur les réseaux sociaux et qui est souvent faux. Voilà. Nourrir demain et nourrir la planète. Nourrir demain, nourrir la planète et puis également accompagner les entreprises qui auraient des demandes et des besoins spécifiques. Donc merci pour votre présentation et votre témoignage qu'on peut applaudir. Merci. Voilà. Sébastien, je vais vous laisser vous présenter. Alors effectivement, on va parler de donner au service d'une viande de qualité et adaptée aux attentes. On va faire un focus un peu plus spécifique sur une autre approche, mais vous allez voir, tout est lié. Mais avant, je vais vous laisser vous présenter. Donc, je vais te laisser présenter, John. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle John Béchalani. Alors, je suis chercheur à Bordeaux Sciences Agro et ma thématique principalement, c'est comprendre plus comment les pratiques d'élevage impactent sur la qualité de viande et comprendre quels sont les enjeux actuels pour pouvoir booster le consommateur à consommer un produit de meilleure qualité. D'accord. Merci, Sébastien. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Sébastien Lé. Je suis enseignant-chercheur depuis 25 ans à l'Institut Agro. Et je suis également responsable d'une SPE qui n'est pas très connue. Elle est assez unique à l'Institut Agro Rennes-Angers. Donc, je suis responsable de la SPE Sciences des données. Voilà. Et donc, ça fait également 25 ans que je travaille dans le traitement des données sensorielles. Alors merci. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va un peu travailler, enfin on va faire un petit zoom sur la viande parce que finalement la viande est un des aliments les plus complexes en termes d'analyse à estimer. Et c'est vrai que pour l'instant on sait qu'un morceau de viande ne va pas être apprécié de la même façon selon les consommateurs. Et donc on va essayer de voir un peu plus comment d'une méthode empirique on peut aller sur une méthode un peu plus assistée par l'intelligence artificielle. Et John, je voulais poser une première question. Avant de parler des différents éléments, finalement, comment on évalue, quels sont les facteurs importants pour déterminer la qualité et comment dans ton école, vous prenez en compte cet élément? Alors, c'est une question très importante parce que déjà, il faut savoir que quand on va acheter un produit, on se base principalement sur des labels, sur la traçabilité d'un produit. Mais le réachat d'un produit, il se base tellement d'une satisfaction d'un consommateur à avoir aimé ce produit-là. Et donc, le consommateur, on essaye à l'école de Bordeaux Sciences Agro de faire ce qu'on appelle des évaluations sensorielles. Alors, c'est quoi les évaluations sensorielles? C'est principalement, on utilise nos sens pour pouvoir apprécier un goût. C'est-à-dire, on forme nos élèves ingénieurs dans lequel ils vont assister à des différentes séances pour évaluer à la viande la tendreté, la jutosité et la flaveur. Et aussi, on appelle ce qu'on appelle l'appréciation globale. Et l'idée derrière, c'est qu'on essaye de voir les différents modes de conduite des animaux
pour voir comment le consommateur apprécie finalement ce côté sensoriel, ce goût, en fonction des différents facteurs qu'on a. Et donc, effectivement, tu viens de présenter les différents éléments. Est-ce que finalement, quand on évalue la viande, est-ce qu'il y a des facteurs plus importants que d'autres ou il faut tous les prendre en compte de la même façon? Alors, c'est une excellente question. Dans la recherche, ça fait 25 ans qu'on travaille dessus et on a tellement fait des progrès dessus. Au départ, on regardait les choses d'une manière un peu plus monofactorielle. Ça veut dire on pensait que juste c'est la race ou bien juste c'est l'alimentation qui jouait principalement sur la qualité sensorielle finale. Mais après, on a pu comprendre que la qualité de viande, c'est un déterministe multifactoriel. Ça veut dire qu'il dépend de multifacteurs en même temps. On parle par exemple déjà du mode d'élevage. Quand on parle de mode d'élevage, on parle plus par exemple sur l'alimentation de l'animal, la durée de la finition et la qualité de l'alimentation. Plus l'animal ingère par exemple des aliments plus riches en énergie, plus il a du persillé, ça veut dire le gras intramusculaire. C'est le gras que vous voyez dans la viande, la couleur blanche, qui permet de plus apprécier un certain goût. Aussi, vous avez la race, bien sûr, et vous avez le type d'animal, ça veut dire une génisse. Elle a une différente qualité sensorielle par rapport à un jeune bovin ou une vache en réforme. Et aussi, le deuxième trait qui est assez important de comprendre et qui est un peu une résultante à cela, c'est que pour comprendre comment les modes de conduite impactent sur la qualité sensorielle, finalement, on a la structure des types caractéristiques musculaires, c'est-à-dire quand on parle des fibres musculaires, quand on parle de gras intramusculaire, ce sont des facteurs qui se modulent par rapport aux pratiques d'élevage. Et finalement, leurs variations vont impacter fortement ce qu'on appelle la tendreté, la jutosité et la flaveur. Alors effectivement, là, on est rentré dans des éléments très, très spécifiques. Donc on a compris qu'il y avait différents facteurs. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce que, par exemple, entre le moment où la viande arrive chez l'éleveur, elle va à l'abattoir, pour mesurer ces éléments, est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a un meilleur moment dans la chaîne de traitement pour dire, tiens, je vais avoir les meilleures données sur la qualité, ce persillé de la viande? Est-ce qu'il y a des éléments? Est-ce qu'il y a des stratégies pour avoir des parties plus documentées ou pas? Alors ça, c'est un grand enjeu actuel dans notre société. Actuelle parce qu'on a ce qu'on appelle un manque d'informations en amont de l'élevage. C'est-à-dire, quand on parle d'alimentation, on n'a pas vraiment des données chiffrées sur cela. Mais par contre, ce que je peux donner une garantie plus ou moins assez importante, un lien qu'on connaît après l'abat de l'animal avec la qualité sensorielle, c'est le persillé de la viande. C'est-à-dire, c'est le gras, quand on abat l'animal, on coupe la 5e côte, on évalue ce qu'on appelle le persillé de la viande. Et c'est un trait qui est fortement relié à la jutosité, à la flaveur, au goût de la viande. Et ce paramètre-là, il y a plein d'études qu'on essaie d'effectuer pour mieux valoriser la prédiction dessus. Mais c'est toujours en cours de développement en Europe. D'accord. Alors, merci John. Donc, on a vu effectivement une première introduction sur ces aspects prédictifs de la qualité de la viande, avec notamment ce fameux persillé qu'on connaît tous sur la qualité de la viande. Sébastien, on va plutôt avec toi voir quelles sont les méthodes de traitement des données qui sont liées à ces éléments. Donc on est sur des éléments comme a présenté John. Mais toi, sur ta partie, comment on évolue, on travaille sur cette partie, voire même sur une industrialisation des données? Ouais, alors, comme on est dans le cadre de compétences agro, je veux quand même préciser que, évidemment, les méthodologies, elles ont énormément évolué depuis 25 ans. On évolue avec ces méthodologies et en fait, maintenant, il y a un mot-clé, il y a un mot qui fait le buzz un peu partout. C'est ce qu'on appelle de l'AI générative et puis après, c'est ce qu'on appelle les réseaux neurones. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui reposent en ce moment sur les réseaux neurones et notamment sur les réseaux neurones convolutionnels. Donc il y a un autre mot-clé, il y a réseau de neurones et après il y a convolution. Vous allez chercher ce que ça veut dire dans le dictionnaire, c'est pas très très compliqué, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que en fait, les machines arrivent à analyser les images. D'accord? Donc quand je prends l'exemple de John avec sa viande, en fait, le persillé, il est dans un endroit très très particulier de la coupe. Il est dans un endroit, en fait, donc c'est des fibres intramusculaires. Et donc,
on va utiliser 2 types de réseaux de neurones. On ne va pas rentrer dans la technique, mais on va utiliser un premier type de réseau de neurones qui va identifier la zone dans laquelle on va essayer de mesurer le persillé. Donc ça va être un premier type qui fait de la segmentation d'images. Donc elle va identifier la zone. Et puis après, le deuxième type de réseau de neurones, en fait, à partir de cette zone qui a été identifiée, elle va essayer de prédire la valeur de persillé. Donc un premier type de réseau de neurones pour segmenter une image. Et donc en fait, les machines voient, mais ça vous le savez depuis longtemps. Sauf qu'en fait, ce qui est très très intéressant, c'est qu'en fait, elles apprennent à voir par elles-mêmes. Donc en fait, ce qui a changé depuis ces 10 dernières années, c'est que on est passé de ce qu'on appelle le machine learning au deep learning. Et donc, ça veut dire que les machines, une fois qu'on les a un petit peu entraînées, en fait, peuvent identifier par elles-mêmes les zones d'intérêt. Donc, on renseigne simplement les zones d'intérêt et en fait, elles apprennent sur ces mêmes zones d'intérêt. Et ça, c'est un peu spectaculaire. Alors, effectivement, on est rentré dans le détail, là. Je suis dans le vraiment détail. désolé. Non, mais alors, je vais juste reposer une question. Effectivement, John a expliqué que pour persiller de la viande, on sait que c'est un moment de l'abattoir sur la 5e côte, je crois. Enfin, voilà. Mais concrètement, par rapport au deep learning ou par rapport à ces machines, ça se traduit comment? C'est-à-dire, c'est des caméras, Alors, sur une ouais, chaîne tout à fait. industrielle, ça se matérialise comment? Alors c'est ce dont parlaient nos camarades. En fait, c'est des applications, donc soit des photos, c'est de l'image, soit des caméras. Donc en fait, vous pouvez vous imaginer sur une chaîne de production avec une caméra à la verticale et en fait, on va avoir des prises d'images au fur et à mesure et chacune de ces images va être analysée. Et les temps de calcul sont évidemment de plus en plus rapides. Le temps d'identification de la zone est extrêmement rapide et l'algorithme qui permet d'évaluer la valeur de persillé est également assez rapide. Donc c'est très très accessible. Donc c'est pas que de la fiction, hein, c'est pas que du laboratoire, ça se fait sur une chaîne de production. Alors effectivement, donc tu l'as dit très, très justement, c'est pas que du laboratoire, mais finalement, quels sont les défis d'appliquer cette méthode en milieu industriel? Parce qu'il doit bien y avoir des défis, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte industrielle où il faut quand même qu'il y ait des éléments. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a une vitesse à respecter? Est-ce qu'il y a des défis encore sur cette technologie pour faire en sorte que la machine ait le temps d'emmagasiner les données? Alors, je pense qu'il y a un premier défi, en fait, voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est un défi humain. Il faut qu'en fait les gens adhèrent à ça. Donc c'est pas le tout d'avoir une technologie si les gens n'adhèrent pas, si les gens n'ont pas confiance, si on ne fait pas travailler les équipes et si on ne les fait pas monter en compétences. En fait, c'est un défi, on va dire, d'acceptabilité. Donc, une fois que vous avez une technologie, en fait, il y a un effort pédagogique qui consiste à dire aux équipes qui travaillent là, sur l'évaluation de la qualité qu'effectivement, ce que rend la machine, même si on a du mal à le comprendre, eh ben, c'est plutôt bien fait. Et donc, en fait, ça, on peut le montrer de façon empirique. Et puis après, ce défi d'acceptabilité, c'est aussi faire comprendre qu'à un moment, les gens, il faut peut-être faire évoluer leur métier, les faire travailler différemment. Et de toute façon, moi, je pense quand même que la machine ne pourra pas remplacer, même si ces taux de prédiction sont vraiment excellents, hein, elle ne pourra pas remplacer l'humain et elle ne pourra pas remplacer le travail en équipe. Je pense qu'il faut garder cette idée que la machine, enfin l'intelligence artificielle, est au service de la production de qualité et ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Voilà. Donc finalement, c'est un peu comme tout à l'heure, hein, finalement on parle d'intelligence artificielle et on est en train de dire que pour qu'il y ait une sorte de forme de confiance avec la donnée numérique, on n'a jamais eu autant besoin de communiquer directement les uns avec les autres. Alors la raison elle est simple, c'est qu'en fait cette intelligence artificielle, en fait il y a un domaine de l'intelligence artificielle qui s'appelle de l'interprétabilité. Ça veut dire qu'en fait elle vous rend une réponse, mais si vous ne savez pas pourquoi elle a rendu cette réponse-là, en fait, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Votre cerveau refuse de lui faire confiance. Donc, à un moment, en fait, il faut essayer de comprendre pourquoi elle a rendu cette réponse-là. Et en fait, c'est pas parce qu'on vous donne une matrice de chiffres qui constitue les poids qui lui ont permis de calculer que vous allez plus faire confiance à sa réponse. Donc, c'est pas parce qu'une personne vous prédit bien les choses que pour autant, votre besoin de comprendre son mécanisme de décision n'est pas important. Donc, vous avez besoin de comprendre son mécanisme pour pouvoir travailler avec. Donc finalement, là, on revient presque de la psychologie humaine, de bien comprendre les mécanismes de confiance qu'il peut y avoir. Ça, c'est obligatoire. Ok. Voilà. John, par rapport à ce que dit Sébastien sur cette robustesse des données qui sont fournies, si on revient un petit peu à cet élément de la qualité, est-ce que les données permettent-elles aujourd'hui de garantir la qualité sensorielle? C'est-à-dire qu'on a différents éléments. Est-ce qu'on pourrait placer le curseur? C'est-à-dire, est-ce qu'on est encore à l'étape d'appréciation améliorée ou on est vraiment sur une robustesse des données? Et c'est-à-dire que vous, sur cette partie, est-ce que ces données vous permettent d'avoir un spectre qui permet d'être sur comme vous l'étiez précédemment, sur une méthode empirique?
Alors, actuellement, en fait, on essaye de plus... Le persiller, par exemple, c'est un projet que Bordeaux Sciences Agro a commencé à travailler dessus depuis janvier. Et on a récolté pas mal de données dessus. Et en fait, une des choses les plus importantes à comprendre, c'est que quand on veut créer surtout un modèle de ce style-là, il faut avoir des données assez propres et avoir une expertise avant de pouvoir commencer à entraîner le modèle. Mais ensuite, comme Sébastien vient de dire, parfois c'est pas si évident, surtout à l'œil nu. Et ça, c'est un problème, même les experts, ils ont un problème avec. C'est que, à la suite, par exemple, disons quand on prend une viande qui est très persillée, l'inconscience humain a on a la tendance à noter un peu plus ou un peu moins en fonction des 10 derniers produits qui ont été notés. Et du coup, là, la machine joue un rôle assez important parce que ça permet de mieux stabiliser les résultats, avoir une meilleure confiance et répétabilité aux résultats. Et c'est une chose qui est en cours et on travaille dessus actuellement. Donc effectivement, finalement, c'est un complément ou c'est même un garde-fou qui permet de garder cette robustesse des données. En conclusion, on a parlé de la qualité, mais finalement, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, on rumine à table, on est avec son assiette, etc. On a cette qualité de viande, mais finalement, il y a des goûts différents. Le consommateur français, japonais, brésilien va pas forcément avoir les mêmes attentes. Et par rapport à ces critères, finalement, est-ce qu'on est sûr que ça restera toujours au service du consommateur, toujours au service de ses attentes, qui finalement, on revient à ce thème, c'est vraiment le premier élément. Donc voilà, en conclusion pour chacun de vous. En fait, on l'espère. En fait, l'idée, c'est de bien nourrir les gens et donc c'est de leur faire plaisir avant tout. Donc, encore une fois, sans l'interaction homme-machine, on n'aura jamais de bons produits pour le consommateur. Donc, il y a forcément un moment où, en fait, on prendra en compte les spécificités culturelles et donc on fera un produit pour les Français s'ils veulent tel type de persillé, pour les Japonais s'ils veulent tel autre type de persillé. Donc, en tout cas, on espère que ça n'ira pas dans un espèce de goût universel. D'accord. D'après aussi, je me rappelle récemment, on a fait des études aussi dessus. Même si on prend un peu plus compact, à l'échelle européenne, le consommateur a des goûts différents par rapport au niveau des pays. Et c'est pour cela, je trouve que c'est assez pertinent que quand on veut évaluer la qualité sensorielle, prendre en considération, bien sûr, le type de consommateur. Mais ce que je peux garantir, c'est que cette démarche-là a été déjà appliquée dans différents pays comme la Chine, la Nouvelle-Zélande. Et ça a montré que le consommateur a de plus en plus confiance avec le produit. Il a ce qu'on appelle une satisfaction achat, qualité, prix. Et ça, c'est une chose qu'on souhaite garantir aussi en France. Très bien. Donc, merci John, merci Sébastien pour ce zoom. Hein. C'est très très rapide, mais effectivement, merci pour cet aspect à la fois très technique, mais finalement, on revient toujours sur notre assiette et sur notre consommateur. En tout cas, merci à vous pour votre expertise. Et puis, alors, ça va très vite, mais tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'échanger. Si vous avez des questions, c'est le moment aussi de pouvoir les voir. Merci à vous. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Et je vais donc, pour cette dernière table ronde, demander à Yannick et Ariel de nous rejoindre. Voilà. On a parlé de l'assiette, on est toujours en rumine à table. Alors, allez-y, asseyez-vous. Et finalement, on est au Salon de l'Agriculture, même s'il n'y a pas les bovins, mais on a parlé de consommateurs, de l'évolution des goûts, de l'intelligence artificielle. Et il y a une question quand même importante et qu'on va voir ensemble, c'est finalement l'agriculteur. Derrière, on se demande, est-ce qu'il travaille toujours de la même façon? Quelles sont les compétences et quels sont les défis? Est-ce qu'il va devoir se former ou compléter un petit peu ces éléments? Alors, d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Ariel. Bonjour à tous. Donc, je suis Ariel Vidal, enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Purpan en zootechnie des systèmes d'élevage et en économie des filières animales. Yannick. Donc, Yannick Lautroux, enseignant-chercheur en zootechnie depuis 35 ans à Les Indangers, plutôt physiologiste. Merci.
finalement, j'ai déjà tout de suite une première question. Hein. On voit les enjeux, l'évolution du métier d'agriculteur, on voit que ça évolue, mais finalement, on ne se pose jamais trop la question de savoir comment eux, ils évoluent, est-ce qu'ils ont le temps, comment ils font. Et finalement, la première question, est-ce que les compétences émergentes, quelles sont les compétences émergentes et les nouvelles compétences attendues chez les agriculteurs ? Donc il y a quand même un socle commun qui est vraiment important à acquérir quand on est agriculteur et à maintenir. C'est tout ce qui concerne finalement l'approche globale de son exploitation agricole, avec tous les aspects techniques et économiques qui évoluent dans un contexte et dans un monde qui est en constant changement, avec des enjeux économiques, environnementaux, de bien-être animal, d'adaptation à des normes, etc. Et donc avoir une exploitation qui continue à s'inscrire dans un cadre de performance et à la fois technique et économique, ça permet d'envisager aussi des enjeux qui émergent. Yannick ? Oui, et puis il faut se dire qu'un agriculteur, il va travailler pendant entre 35 et 40 ans, et que pendant ces 35 ou 40 ans, le monde va beaucoup changer, et qu'il va être obligé de prendre des décisions stratégiques à certaines étapes clés de l'évolution de son exploitation, et qu'il faudrait qu'il puisse le faire de manière un petit peu indépendante de tous les gens qui le conseillent. Et pour ça, il faut qu'il soit capable de se faire sa propre idée. Et pour ça, il faut qu'il soit capable de décrypter la marche du monde et de voir plusieurs années à l'avance ce qui va se passer, ce qui va avoir des conséquences sur son exploitation et ce qu'il faut qu'il fasse pour en faire évoluer le fonctionnement. Alors, on est agriculteur, on est les mains dans le guidon, enfin, on est vraiment dedans. Enfin, honnêtement, comment il fait pour prendre le temps de prendre du recul ? Parce que j'ai presque l'impression que c'est un expert économiste qui va avoir une vision globale, alors qu'il est parfois un peu isolé. Alors, je ne sais pas si on peut tout de suite répondre à cette question, mais voilà, c'est quand même un enjeu important pour lui et qui n'a pas l'air très simple. Comment on va un peu l'accompagner pour maintenir ses compétences ? Déjà, quand on parle de formation d'agriculteurs, il faut considérer que les agriculteurs relèvent d'une diversité de profils. On va avoir des agriculteurs qui sont installés avec un bac, un BPREA, un BTS, un diplôme d'ingénieur, donc avec des compétences qui sont assez différentes et qu'il va falloir accompagner tout au long de leur carrière. Et c'est en ça où la formation continue est un enjeu, et donc il y a différentes manières de pouvoir le faire avec différents dispositifs d'accompagnement comme les écoles d'agro, mais aussi les chambres, le conseil agricole, etc. Avec une articulation possible entre ces gens-là et nous, sachant que les agriculteurs sont membres de groupes de progrès, sont membres de syndicats, sont membres de toutes sortes de structures, qui souvent organisent des stages, des formations. Et évidemment, les gens des écoles d'ingénieurs, ils y vont, donc on y participe. Mais il faut aussi qu'ils lisent. Hein. Un éleveur, c'est censé lire le journal, quoi. Et pas que l'écho du berger et l'écho des poulaillers réunis. Hein. Il faut lire Le Monde, peut-être de temps en temps, les Échos, la France agricole, faut tout lire. Hein. Mais dans les écoles d'ingénieurs, je pense aussi que les enseignants doivent aussi lire, je pense, et ils le font déjà, je pense. Non, enfin, je renvoie la question. Absolument. Justement, j'allais peut-être compléter. Une des forces qu'on peut avoir justement quand on est une école d'ingénieurs sur la formation continue, c'est le lien avec la recherche. C'est-à-dire que nous, en tant que chercheurs, on enseigne et on peut apporter aussi des connaissances. On vit ce monde et on accompagne par la recherche ce monde-là qui est en constant mouvement. Et donc, on a une place toute particulière justement pour venir former des agriculteurs pour décoder ce qui se passe, quoi. D'accord, parce que finalement, on voit l'agriculteur, il y a des organisations. Donc, par rapport à ce que tu disais, Yannick, il y a une pluralité de personnes, d'intervenants qui apportent des éléments de formation, soit très techniques. Et finalement, le positionnement des écoles d'ingénieurs, ce serait peut-être un positionnement plus méta qui les aide à avoir une vision plus globale. C'est un peu ça ? Plus global, ou du moins peut-être avec un apport de la recherche plus conséquent, peut-être. D'accord. Mais ça ne l'oppose en rien avec ce que font les gens de terrain et la formation d'autre part. En fait, c'est complètement complémentaire. Hein.
Yannick, et tout à l'heure Ariel l'évoquait, c'est-à-dire qu'on parle de formation, de besoins qui prennent du recul sur l'évolution, mais on voit aussi que c'est fortement lié au territoire où il va se situer par rapport à ce qu'il produit et que ça va avoir une influence. Yannick, quand on préparait cette séquence, tu évoquais un exemple très, très concret, c'est-à-dire que un agriculteur qui va produire pour la France ou pour l'Europe ou l'international ne va pas faire le même produit. Donc ça veut dire qu'il va aussi avoir forcément une autre approche s'il veut exporter. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce point spécifique? Par exemple, le poulet du dimanche, tu me parlais, où on n'avait pas les mêmes évolutions. Oui, alors donc, la plupart du temps, on constate que quel que soit le pays, la création d'une filière, elle démarre presque toujours localement ou régionalement ou nationalement, mais en tous les cas dans le pays. Et la création d'une filière, c'est pour répondre tout de suite aux besoins d'une population, donc c'est très lié aux habitudes culinaires très historiques de la population. Donc sur le poulet, par exemple, on peut très bien démontrer qu'il y a d'un côté le poulet label qui est typiquement français, produit par les Français, pour les Français, et vendable qu'en France, mais produisible qu'en France. Et que derrière ça, on a aussi après fait évoluer les choses pour faire du poulet international qu'on va complètement désosser et vendre des filets chez McDo et chez McCain, etc. Et donc les deux existent, mais au départ, c'est parti des habitudes du poulet français. Hein. Effectivement, alors on est sur des habitudes culturelles, donc c'est un élément à prendre en compte. Ariel, à Purpan, tu expliquais qu'effectivement, quand on est avec des formations, il y a aussi une posture qui est importante à adopter. Est-ce que tu peux donner l'exemple que vous adoptez pour accompagner les agriculteurs qui ne sont pas forcément dans une position d'apprenant, sachant, mais une posture un peu différente? Oui, tout à fait. Donc en fait, quand on va faire de la formation continue, on va avoir des gens en face de nous qui ont une certaine expérience, un background. Donc pour, on va dire, motiver les personnes, et il faut repartir de ces expériences-là. Et donc j'avais évoqué un projet que j'ai eu la chance d'accompagner pendant 4 ans, qui rejoint beaucoup ce qu'ont dit mes collègues précédemment, qui s'appelle le projet Santinova. Donc l'idée, c'était d'avoir une vision de la santé intégrée en élevage pour s'appuyer sur des pratiques agroécologiques et améliorer la qualité des produits. Et donc pour ça, on a fait des enquêtes en ferme, des analyses de produits en brebis laitières et en brebis viande. Et à la fin, on a restitué les résultats au groupe d'éleveurs avec qui on travaillait. Et puis on a animé une session de formation pour justement qu'ils mobilisent les leviers d'amélioration sur leur exploitation. Et donc ça a permis 3 choses qui sont très importantes. La première chose, c'est un apprentissage des connaissances sur les pratiques qui relèvent de l'agroécologie et sur la qualité des produits. Donc ça, c'est un peu du savoir, on va dire, technique. La deuxième chose, c'est que ça permet l'échange entre pairs. Et ça, c'est une force très très importante et motrice pour motiver les agriculteurs à venir en formation, mais aussi pour profiter de l'expérience des uns et des autres. Et la troisième chose, c'est que ça remet de la convivialité, de la solidarité dans un secteur qui en a crucialement besoin. Et donc ça permet aussi des échanges, de profiter de temps off pour discuter, sortir de l'isolement et pouvoir avancer, quoi. Donc finalement, les meilleures formations sont peut-être les formations qui ne portent pas le nom de formation. Finalement, c'est lors de séquences d'échanges qu'ils se rendent compte qu'ils sont formés sans le savoir. Enfin, peut-être, en tout cas, ça reste une formation, mais c'est la façon dont elle est envisagée qui est un peu différenciée que quand on forme peut-être des ingénieurs de façon un peu plus magistrale, hein, bien que moi, c'est des modalités que je peux remettre aussi en question. Et donc, toujours s'appuyer sur l'expérience des gens, apporter des choses, co-construire avec eux, discuter, et tout ça dans un cadre finalement convivial, ça permet d'avancer, je pense. D'accord. Alors, en mot de conclusion pour chacun de vous, donc on est sur le thème on rumine à table. On a vu l'importance d'adapter par rapport au goût du consommateur, par rapport à tout ça. Et finalement, en mot de conclusion, j'ai l'impression que notre agriculteur, il faut qu'il prenne un peu de recul par rapport à tous ces éléments. Comment vous pourriez donner un mot de conclusion sur cette table ronde ? Si la musique vous laisse le temps de le faire. Non, mais je ne peux que répéter ce que j'ai dit. Il faut être capable de décrypter en permanence la marche du monde et d'être capable, grâce à cela,
d'anticiper ce qu'il va falloir faire pour rester vivant pendant 40 ans au travail. Alors, décrypter le monde, mais pas en prenant que des données à court terme, on est bien d'accord. Hein. Alors, oui, ça c'est l'idée aussi que dans une exploitation agricole, on ne prend pas des décisions de long terme à partir de critères de court terme. Données absolument fondamentales dans le monde agricole. Ariel? Je rajouterais également qu'en France, on a la chance d'avoir une diversité de modèles agricoles. On a une pluralité d'agriculture et que ça demande des accompagnements spécifiques. On ne fait pas de la production agricole de la même façon en Occitanie, où on a beaucoup de produits de qualité, des zones de montagne, des zones de plaine, etc., que dans d'autres régions agricoles. On a des modèles agricoles aussi qui sont différents, avec des labels qui répondent à des demandes des consommateurs. Et donc ça demande aussi des spécificités. Et donc il faut maintenir aussi la possibilité de s'enrichir de cette pluralité finalement qu'on a dans l'agriculture pour faire de l'innovation. Je vais citer un exemple. Par exemple, l'agriculture biologique reste une niche d'innovation dans laquelle on peut faire du transfert pour l'agriculture conventionnelle, notamment quand on parle de réduction de pesticides. Et donc, un modèle peut permettre à un autre d'enseigner aussi, de tirer des savoirs et d'améliorer les façons de faire, quoi. Voilà. Donc, de ne pas opposer les modèles et travailler avec et former les gens pour qu'ils puissent choisir quel modèle ils souhaitent aussi mettre en place. Et donc pouvoir s'appuyer aussi sur l'expertise scientifique des enseignants-chercheurs en école d'ingénieurs et sur cette robustesse qui reste quand même le fil rouge de formation de toutes nos écoles. Et cette expertise qui est mise aussi au service des agriculteurs et puis des professionnels. Donc voilà. Donc merci à vous pour ce témoignage et puis voilà qu'on peut applaudir. Je vais laisser la parole à Anne-Lucie pour conclure sur cette séquence de compétences agro. Merci Christophe, donc bravo d'avoir réussi à tenir malgré la musique. Voilà. Donc je voulais simplement remercier et saluer toutes ces interventions et la qualité de ces petits flashs qui, j'espère, ont permis d'illustrer la dynamique de notre projet.